de participer à ce webinaire sur les États-Unis. Donc, je vais vous présenter en quelques slides notre ordre du jour. Donc, Chantal Passat, la responsable, s'excuse, elle nous rejoindra un peu plus tard. Donc, on va vous présenter dans un premier temps les actions d'ADOC et la maison de la région à New York. Puis, il y aura une présentation du marché américain avec une première partie situation géopolitique, prospection des marchés, quels sont les meilleurs outils contre-douanières et sanitaires, avec comme intervenant Mike Aresta de Impact Business Development Consulting et Agnès Poirier, donc conseillère vétérinaire et phytosanitaire à l'ambassade de France aux États-Unis. Et on finira par une conclusion avec une partie questions-réponses pour répondre à vos questions. Donc, pour commencer, Mike, tu peux. Le mot d'introduction, donc je vais être rapide. Vous rappelez juste ce que c'est l'agence ADOC. Donc, l'agence ADOC, c'est une agence qui accompagne les entreprises de la région Occitanie. C'est 170 collaborateurs, 19 antennes dans chaque département. En 2019, donc, il y a eu 3500 entreprises qui ont bénéficié d'un accompagnement ADOC, autant en individuel qu'en collectif. Et l'agence ADOC vous accompagne tout au long de votre croissance et de votre activité, autant sur le volet attractivité, croissance, innovation ou conquête des marchés. On est vraiment sur chaque étape de la vie de l'entreprise. On peut passer à la suivante. Au département agroalimentaire, donc, qui fait partie de la conquête des marchés internationaux. Notre métier, c'est accompagner toutes les entreprises agricoles et agroalimentaires de la région Occitanie, quelle que soit votre taille, quelle que soit votre cible, que ce soit local, régional, national ou grand export, et quel que soit le circuit de distribution. Nos objectifs, c'est vous aider à vous renforcer votre compétitivité, accroître vos parts de marché en France et à l'international, et évidemment, vous encourager, vous former, vous accompagner à l'export. Pour cela, on a mis en place 3 volets. Donc, le premier volet, c'est la structuration des projets et l'aide à la réflexion. On a à votre disposition un site internet ADOC avec plein de données export qui sont primordiales pour vous. On organise des webinaires comme aujourd'hui ou des journées information marché. Et on a des outils à votre disposition comme le test export qui se fait en ligne. Vous avez l'adresse ci-dessous. Et à la suite de ce test export, on peut faire un entretien individuel pour savoir où vous en êtes et où vous voulez aller. Sur le volet prospection des nouveaux marchés, on utilise les outils classiques comme les pavillons collectifs. Donc, pavillon collectif Occitanie sur les salons internationaux. On organise des conventions d'affaires, on organise des missions de prospection à l'étranger. Et bien évidemment, on utilise nos maisons de la région Occitanie à l'étranger, que sont Londres, Casablanca, New York et Shanghai. Et vous verrez aujourd'hui avec un exemple avec New York. Et le troisième volet, évidemment, c'est la promotion de la marque Sud de France, marque ombrelle de la région Occitanie, où là, on organise des campagnes promotionnelles Sud de France à l'international, que ce soit en Allemagne, pour le moment en Allemagne et en Chine. Bonjour à tous, merci d'être connectés ici aujourd'hui. Je voulais juste me présenter, Mathilde Bernard, directrice de la Maison de la Région Occitanie à New York. Donc, je vais laisser ma collègue Marion Elvy, qui est responsable de tout le développement agroalimentaire sur Canada et États-Unis, vous présenter donc nos services. Bonjour à tous. Alors, nous, à la Maison de la Région Occitanie à New York, donc on est là pour vous guider dans vos projets d'export aux États-Unis et au Canada tout au long de l'année, en organisant donc par exemple des dégustations, des rendez-vous B2B et en vous accompagnant sur des salons internationaux comme le Fancy Food Show. Notre showroom, donc à Manhattan, comme vous le voyez sur la photo, est aussi mis à votre disposition, ainsi qu'une salle de conférence, un espace de coworking et des bureaux privatisés. Tous ces services sont évidemment gratuits pour toutes les entreprises de la région Occitanie. Si vous avez donc des questions ou aimeriez en savoir plus, n'hésitez surtout pas à me laisser un message sur le chat du webinaire et je vous recontacterai à la fin du webinaire par email directement. Alors moi, je vais juste vous présenter, vu qu'on est sur le thème des États-Unis, les actions prévisionnelles sur cette année. C'est vraiment du prévisionnel parce que vu le contexte sanitaire mondial qui évolue chaque jour, on essaie de prévoir des choses et évidemment,
Rien n'est figé dans le temps. Donc, sur la première partie, on vous propose un test marché États-Unis entre avril et juin 2021. Donc là, on vous enverra la prospection d'ici une quinzaine de jours. Donc, on va organiser un test marché avec une dizaine d'acheteurs pour la partie sec. Donc, vous enverrez vos échantillons à New York, dans nos bureaux à Mathilde et à Marion, qui enverront du coup vos produits à des acheteurs ciblés en fonction de votre profil et de vos attentes et proposeront des rendez-vous. S'il y a des rendez-vous, on organisera derrière des rendez-vous en visio, donc ça sur le mois d'avril, mai, juin. La deuxième action qu'on vous propose, donc pour le moment, la Summer Fancy Food Show à New York est maintenue en présentiel du 27 au 29 septembre. Par contre, sur cette Fancy Food Show, il n'y aura pas de pavillons internationaux. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est que la maison de New York prenne un stand et fasse déguster vos produits sans vous déplacer. Et du coup, les bureaux de New York se chargent de tout et vous feront un retour en fonction des contacts qu'ils ont eus et des importateurs qu'ils ont rencontrés. Et le dernier point, c'est qu'il faut développer le Canada. Donc, on vous propose un webinaire spécifique Canada sur le mois septembre-octobre. La date est à déterminer pour qu'on prépare ensemble 2022 et une reprise dans l'action et en présentiel. Donc maintenant, le webinaire va commencer avec la première partie qui va donc être présentée et animée par Macaresta de chez IBDC, consultant du coup sur les États-Unis. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat pendant sa présentation et nous y répondrons juste à la fin de cette première partie. Merci à tous. Merci à Sud de France également. Merci à tous pour votre participation aujourd'hui. Je pense que certains me connaissent déjà, donc c'est vraiment un plaisir d'être en votre compagnie et de participer à ce webinaire aujourd'hui. Je tenais juste à préciser qu'évidemment, cette présentation de ce webinaire a pour objectif de vous donner quelques points sur le marché américain, donc quelques mises à jour sur les tendances qu'on avait déjà abordées lors du premier webinaire, et de partager également avec vous quelques points et recommandations pour optimiser votre développement sur les États-Unis, notamment sur les outils de prospection qui nous paraissent indispensables ici pour réussir. Je ferai également un petit point sur les dernières tendances dans l'emballage, surtout au niveau esthétique, marketing, puisque c'est aussi important de le maîtriser, avant d'enchaîner plus tard, surtout du côté Agnès et l'ambassade, sur tout ce qui est réglementation. Et aussi, peut-être pour préciser, dans un souci d'optimiser notre temps aujourd'hui, on n'aura pas forcément le temps d'aborder tous les points en détail, mais gardez bien en tête que vous pouvez également nous contacter, soit Marion, Sud de France à New York, ou moi-même en direct pour échanger davantage ou vous donner un maximum d'informations sur des diapos qu'on aurait peut-être survolés ou moins détaillés. Voilà, donc au niveau du sommaire, on en parlait, quelques points sur les tendances. Je vais vous expliquer également des cas ici pour se développer au niveau pratico-pratique, au niveau business, sur les outils de prospection, sur l'emballage, les tendances sur lesquelles il faut s'attendre aux États-Unis. Donc, pour commencer, on voit que les États-Unis, pour faire un petit rappel, c'est vraiment un marché énorme. On parle plusieurs États-Unis, pas que d'une seule. On s'attaque en général pas aux États-Unis comme un seul bloc entier, mais on commence localement avec son audience niche et sa géographie assez niche pour commencer. C'est aussi les États-Unis le premier marché au monde en termes de consommation, donc des très grands budgets de dépenses en alimentaire. L'alimentation ici, c'est le 6e poste, vraiment de dépenses pour les Américains, derrière typiquement le logement, la santé, le tourisme. On sait qu'à peu près en 2019-2020, 5,6% des budgets des ménages américains étaient consacrés pour les dépenses en restauration hors domicile. C'est important et c'est aussi lié avec leur tendance de consommation de manger en dehors de la maison. C'est un pays aussi qui est vraiment ancré dans cette zone de libre-échange qu'on appelait l'ALENA avant avec le Mexique et le Canada, qui a été revisité. C'était une nouvelle version qui a été mise à jour de l'ALENA sous Trump, qu'on appelle USMCA aux États-Unis, l'ACEUM, je crois, en France. Donc, certains changements majeurs, non seulement les mesures sanitaires, phytosanitaires, des changements sur l'agriculture, le commerce numérique, l'e-commerce, évidemment, puisque c'est important aujourd'hui. Donc, voilà un petit peu au niveau du marché, avec un taux de chômage également qui
qui prend de l'importance, mais qui a diminué depuis octobre. Un pays qui a été fortement impacté par Covid, surtout au niveau de l'hôtellerie et de la restauration, puisque à peu près 110 000 restaurants ici aux États-Unis ont fermé définitivement depuis l'an dernier. Un point sur la situation géopolitique. On voit les États-Unis ici ont des nouvelles pratiques, plus internationalistes, on va dire, sous Biden, depuis que Biden est arrivé, depuis l'investiture fin janvier. Une bonne surprise également, puisqu'on ne pensait pas que le commerce était une des priorités, en tout cas pour l'administration Biden. On voit cette suspension des tarifs sur l'alcool, sur la nourriture, qui va impacter les exportations. Cette décision qui est arrivée il y a quelques jours suspendrait les droits de douane sur à peu près 7,5 milliards de dollars de marchandises qui sont importées de l'Europe, y compris le fromage et le vin aux États-Unis. Donc ça, c'est quand même assez important. Néanmoins, on voit que dans une déclaration conjointe avec l'Union européenne, le bureau de représentant commercial ici a déclaré que la suspension prendra effet une fois que les procédures internes des deux parties seraient achevées. Donc, je n'ai pas encore eu de date précise à ce niveau-là, et que l'accord signalait vraiment la détermination des États-Unis et de l'Europe à s'engager dans un nouveau départ dans cette relation bilatérale. Donc ça, c'est important, c'est un nouveau signe positif. On voit vraiment un engagement de Biden à adopter en tout cas une position plus bilatérale, alors que Trump avait adopté une position un peu plus adversariale, agressive à l'égard du bloc européen. Donc voilà, important de garder ça en tête. Je pense que ça peut apporter des bonnes choses. En tout cas, c'est un signe positif. On a une approche commerciale qui est un peu plus internationaliste ici qu'avec son prédécesseur. Donc peut-être des facilités pour travailler et un signe positif pour les exportations françaises aux États-Unis. En termes de relations avec l'Europe, on voit évidemment que le bloc européen est important. Outre l'ALENA, l'Europe est un partenaire économique très important. Les importations américaines, tout produit, de produits agricoles en provenance des 27 pays de l'Europe, s'élèvent à peu près 24 milliards de dollars. Donc c'est assez important, avec des catégories comme le vin, la bière au sommet, les huiles essentielles provenant des pays comme l'Irlande, typiquement, tout ce qui est snacking, grignoting, également un très gros marché ici en termes d'importation. Tout ce qui est fruits et légumes transformés, un énorme marché avec à peu près 1,5 milliard de dollars de revenus. Et puis tout ce qui est autres huiles végétales, également, qui représente également un segment fort des importations. Hop. Un point sur les tendances. Alors, on a fait un premier webinaire déjà, je crois en octobre 2020, où on s'est tourné un peu plus sur la tendance. N'hésitez pas à demander le lien du premier webinaire où on dressait un panorama assez complet de toutes les tendances par industrie aux États-Unis et des évolutions également. Juste pour refaire un petit point, on voit ici que les habitudes alimentaires évoluent. Surtout ce Covid, face à l'émergence vraiment des questions de santé qui sont liées à l'alimentation, mais aussi l'obésité, les allergies alimentaires que connaissent les Américains. Donc, les consommateurs ici sont à la recherche de produits plus sains, raffinés, et font vraiment plus attention aujourd'hui à l'origine et à la qualité des produits encore plus qu'avant. Donc, tout ce qui est produits éco-responsables, la durabilité des produits. On a certaines tendances qui sont observées depuis des années déjà, qui se développent, comme l'engouement pour la filière bio, ce qu'on appelle l'organique ici, les produits locaux, les produits ethniques qui se développent de plus en plus. On a cette recherche toujours de nouvelles saveurs, d'innovation, et encore une fois, un engouement pour le snacking, collation plus saine, et cet intérêt toujours plus croissant pour ce qu'on appelle le clean label, qui sont vraiment ces listes d'ingrédients plus courtes et compréhensibles également. Aux États-Unis. On voit que le Covid a vraiment accéléré, en tout cas, le fait que pousser les consommateurs vers des produits plus sains. Un exemple, les compagnies de protéines alternatives ont levé ici plus d'1,5 milliard en 2020. Donc, c'est énorme. Des compagnies comme Impossible Foods, par exemple, ou Beyond Burger, qui sont des compagnies assez phares dans cette industrie. Dans les alternatives de viande, par exemple, augmentent de façon exponentielle. Et puis, évidemment, les produits sains qui continuent à se développer.
Encore une fois, le snacking est une des plus grosses tendances. C'est lié aussi aux habitudes de consommation des Américains. On a plus de 30% des Américains qui sautent des repas traditionnels ou qui remplacent un repas par jour par des collations. Donc, il y a une forte tendance à se tourner vers le snacking. Les marques ici cherchent à vraiment capitaliser sur la tendance du grignotage. Mais encore une fois, c'est lié aux tendances. Les Américains passent beaucoup moins de temps à table que les Français de façon générale. Et puis, on voit aussi une forte croissance des produits de BVP, boulangerie, viennoiserie, pâtisserie aux États-Unis. C'est un secteur qui n'est pas aussi mature qu'en France, donc un secteur qui est moins saturé que d'autres également, qui représente beaucoup d'opportunités pour les exportateurs français. On le voit, il y a plusieurs marques qui sont déjà présentes de la France ici, mais vraiment, encore une fois, un secteur qui est important et en forte croissance. Il est assuré vraiment par le lancement de nouveaux produits, l'élargissement des gammes existantes, nouveaux parfums, par exemple l'utilisation de céréales complètes, etc., etc. Donc, un marché important. Je voulais refaire un point également sur les différents modes de distribution. Donc, cette diapo ici, juste pour rappeler un petit peu, vous n'avez pas qu'un seul mode de développement. Évidemment, sur les États-Unis, vous avez plusieurs schémas d'approche, en tout cas pour attaquer ce marché. Je détaillerai plus dans les slides suivantes les différents modes d'exportation possibles. Mais c'est important également de garder en tête que de par ces géographies qui est immense, cette distribution, vous aurez sûrement besoin, si vous passez par des intermédiaires, de passer par plusieurs partenaires pour attaquer donc ces différents marchés aux États-Unis. Un distributeur souvent ne couvre qu'une zone géographique. Et les distributeurs sont en général, comme vous avez Rainforest ici ou Dora's Natural pour les produits naturels, sont en général spécialistes d'une zone nord-est et passeraient par d'autres distributeurs pour attaquer d'autres zones. Il faut aussi bien prendre en compte le niveau de taxation, le niveau de marge des différents intermédiaires qui peuvent varier également, comme vous voyez indiqué sur ce schéma, qui peuvent varier d'un produit à l'autre, mais aussi d'un partenaire à l'autre. Donc, important de bien comprendre les marges de chacun, de faire ce qu'on appelle ici sa due diligence, sa recherche pour bien comprendre comment vous serez aussi taxé à différents niveaux par les importateurs, les distributeurs, les agents, si vous passez par un agent qu'on appelle un broker ici, et les détaillants également. Un point peut-être sur les différents, encore une fois, pour entrer dans le détail sur les différents modes d'exportation. Vous voyez, vous avez différents schémas possibles, dépendamment des produits, de la taille de la compagnie, de la maturité de certains exploitateurs qui préfèrent passer par soit des méthodes plus classiques de développement, par des intermédiaires, soit par l'installation typiquement d'un bureau commercial. Quels sont les avantages de chaque mode? Alors, évidemment, passer par des intermédiaires, ça permet d'avoir une certaine simplicité, un plus faible aussi investissement dès le départ. Ça vous permet de tester le marché, typiquement de passer par des distributeurs. Il y a toujours un coût d'intermédiation qui peut être élevé, soit l'importateur, le distributeur, le broker. Il faut bien maîtriser ces coûts. D'avoir un bureau en local, sa succursale aux États-Unis peut aussi vous permettre d'avoir certains avantages, notamment une meilleure connaissance du marché, mais aussi de mieux maîtriser entre guillemets cette démarche commerciale, d'avoir cette approche directe du retail qui peut être bénéfique pour certaines situations. Mais dans tous les cas, vous aurez toujours des intermédiaires. Même si demain, vous ouvrez un bureau aux États-Unis, vous aurez toujours les intermédiaires qui sont incontournables, des distributeurs ou même des brokers qui vous permettront d'accéder typiquement à certains marchés ou d'autres régions où vous n'avez pas accès. Puis un troisième cas qu'on voit aussi, c'est l'implantation industrielle, l'acquisition, le greenfield. Pour certains produits, peut être pertinent. Ça vous permet de contourner certaines barrières réglementaires et tarifaires également à l'importation. Mais aussi, ça vous permet de faire levier sur la force de vente, typiquement de votre partenaire ici, ou aussi sert de base, de complément de la gamme qui est importée. Ça vous permet aussi d'accélérer votre développement. Par contre, il y a beaucoup de coûts à prendre en compte. Ce n'est pas facile de mettre en place une acquisition ici. Il y a tout ce qui est package, compensation de rémunération, évidemment, pour attirer et fidéliser les cadres. Donc, c'est assez complexe également à mettre en place. L'intégration peut être assez longue. Donc, de façon générale, pour résumer, ce pays, les États-Unis, reste un pays difficile, typiquement, surtout l'alimentaire, à aborder directement. Un importateur ou un agent qu'on appelle un broker ici peuvent rester vraiment la porte d'entrée privilégiée. Et ça, c'est important de le garder en tête. Vous avez souvent plusieurs intermédiaires, il faut bien le comprendre pour la suite.
Alors, encore une fois, pour rentrer un peu plus dans le détail, ici, les recherches que vous allez effectuer sur les États-Unis avant de vous lancer ou avant de croître votre développement sur les États-Unis vous ont peut-être permis de découvrir plusieurs méthodes pour vous implanter. Il se peut que votre produit ou vos produits ou vos services vous permettent d'assurer la présence de votre entreprise aux États-Unis pour vendre directement aux clients. Ou vous pourriez au contraire avoir besoin d'un représentant, d'un agent, d'un distributeur. La vente directe a plusieurs bénéfices également. On peut se faire évidemment à travers l'établissement d'une succursale, à travers la vente par catalogue, à travers la vente sur Internet. Internet, e-commerce, aujourd'hui, typiquement, peut s'avérer un circuit de vente alternatif ou très efficace. Même s'il faut prendre en compte que si vous avez des affaires en ligne, vous devez vraiment vous occuper de certaines questions comme l'expédition, les règlements douaniers. C'est pas si simple que ça. Il faut vraiment toute une logistique derrière et une équipe qui gère ça également. Et puis, tout ce qui est aussi renseignement personnel, les transactions électroniques, des problèmes de légalité également qui jouent autour de ça. En termes aussi de vente directe, vous avez aussi les prises de commandes sur les salons. C'est un peu particulier en ce moment dans la situation qu'on traverse, mais c'est aussi des choses qui arrivent. Par contre, de façon générale, encore une fois, à moins d'avoir un visa pour travailler aux États-Unis, c'est difficile d'accepter des paiements ici pour les produits que vous présentez dans le cadre d'un salon ou d'un show. En revanche, vous pouvez vendre des commandes et expédier des articles à vos acheteurs une fois que vous êtes rentré en France. Voilà un petit peu les cas de figure pour vendre en direct. Quand vous passez par des intermédiaires, encore une fois, bien comprendre le rôle. Le distributeur, typiquement, achète le produit auprès de l'exportateur, donc du fabricant, les revend, les distribue, donc aux détaillants ou même aux autres entreprises de la restauration, à d'autres distributeurs également. Ils s'approprient donc les produits, ils stockent l'inventaire, prennent les commandes, ils gèrent l'inventaire en rayon, ils répondent aux différents besoins du détaillant, ils livrent les produits, ils gèrent les retours. Normalement, ils gèrent aussi la partie rappel de produits s'il y a. Donc, pour tous ces services, un distributeur prend une marge près de 25 à 35%. Encore une fois, ça peut varier d'un distributeur à l'autre. En général, pour tout ce qui est aliments naturels ou aliments de spécialité, on est autour de 27 à 33%. Voilà. Ensuite, vous avez ce que j'expliquais au préalable, les brokers qui ne sont pas des courtiers de douane, là, typiquement, dans mon explication, mais des courtiers alimentaires qui agissent en tant que représentants de la marque, représentants des exportateurs aux États-Unis. Ils ne prennent pas possession, ils n'importent rien, contrairement aux distributeurs qui achètent. Les brokers, les représentants ne sont pas propriétaires des produits. Par contre, ils ont un rôle essentiel également et ils fournissent des services qui ont vraiment une grosse valeur ajoutée. Ils sont vraiment votre équipe externalisée dans beaucoup de sens. Et ils prennent généralement des commissions, des frais qui sont entre 5 à 10%. Certains peuvent facturer une petite provision mensuelle également. Mais encore une fois, ils peuvent avoir un rôle, une valeur ajoutée par rapport à la distribution aux importateurs et chapeauter un peu le tout également pour vous aux États-Unis. Leur objectif, c'est vraiment de mettre votre produit en rayon dans les épiceries, de vous aider à commercialiser votre produit auprès des clients et travailler avec les détaillants, les épiceries pour aussi négocier le coût des ventes des produits. Donc, pour faire simple, c'est vraiment une personne qui peut être essentielle pour vous et qui gérera la transaction entre vous et le détaillant. Voilà, de toute façon, c'est important de bien comprendre le rôle de chacun et aussi de faire votre recherche, votre évaluation d'intermédiaire. Si c'est votre mode de distribution ici, c'est important de bien comprendre comment il fonctionne. Ne jamais vous engager évidemment avec le premier candidat. Souvent, on part sur des rendez-vous où on a énormément de rencontres sur des salons qui peuvent être très positifs, mais c'est toujours important de faire votre recherche, de bien comprendre et de juger peut-être un candidat sur son dossier, sur sa réputation, de comprendre son ADN pour comprendre comment vous pouvez travailler avec ce partenaire. C'est souvent intéressant de passer par des organismes locaux aux États-Unis ou des consultants pour mener à bien des études de marché ou évaluer vos partenaires commerciaux avant de vous engager. Parce que souvent, on peut se retrouver engagé avec des partenaires qui ne sont pas forcément le bon fit pour nous. Donc, important de se poser les bonnes questions. On a nous-mêmes créé des questionnaires qui permettent aux exportateurs d'évaluer les capacités de vos partenaires commerciaux, de bien comprendre leur force de vente, de bien comprendre leurs vendeurs, les produits, les gammes de produits qu'ils ont l'habitude de pousser, leur distribution aussi géographique, où est-ce qu'ils ont plus de force,
dans leur zonage, les installations, les équipements, les outils qu'ils utilisent de communication. Toutes ces questions sont importantes vraiment à comprendre s'ils sont en conflit par rapport à d'autres marques qu'ils portent. Donc voilà, bien jauger ses partenaires est important. J'en parle un peu plus dans la suite, mais également une fois que vous avez donc fait ce travail d'évaluation, où vous avez mis en place une collaboration avec un intermédiaire, important vraiment de respecter les us et coutumes également ici. Aux États-Unis, il faut aller vite, il faut être actif, il faut répondre rapidement aux questions. Si demain vous travaillez avec un distributeur en local, ou vous avez également un broker pour vous aider avec pour faire l'interface entre vous et les détaillants, c'est vraiment important de fournir les informations rapidement. Ils veulent être rassurés aussi sur votre capacité à fournir la documentation, que ce soit en communication ou autre. Et puis aussi, évidemment, ce qu'on a vu dans le passé, parfois, c'est verser vraiment les commissions sans retard. Ça, c'est important aussi pour montrer qu'on est sérieux ici. Ce qui est important également dans votre processus de pénétration du marché ou de distribution ici, c'est de bien comprendre la tarification, d'avoir un prix qui est correct de votre produit, qui est essentiel pour votre succès. Donc, il doit refléter ce prix, la valeur perçue du produit par le consommateur. Ici, les consommateurs n'achètent pas un produit plus cher, en général, à moins que sa valeur perçue ne soit supérieure. Donc, il faut aussi faire passer à travers du marketing. Donc, il y a des budgets marketing qui peuvent être parfois conséquents à mettre en place si votre prix est supérieur. C'est important vraiment de faire ce travail de store checking, de visiter les étagères des détaillants, d'avoir quelqu'un qui vous aide à ce niveau-là, de bien considérer les prix de la concurrence pour pas trop haut, en tout cas être bien positionné. Il faut bien estimer vraiment son prix de vente avec cette majoration, dont je vous disais, cette marge donnée. Vous devez vraiment prendre en compte tous vos coûts, pas seulement les coûts ici à fabriquer le produit, mais les frais supplémentaires comme les promotions, les transports, donc la logistique, les frais de positionnement, ce qu'on appelle ici, vous l'avez sur cette diapo, les slotting fees. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, c'est vraiment ces frais de positionnement qui sont des frais que les acheteurs, les détaillants facturent aux marques pour couvrir, si vous voulez, les frais de mise en stock d'un produit dans leur entrepôt ou sur leur étagère. Donc, ces frais vous permettent à vous de rentrer dans la magasin, entre guillemets, et puis de garantir un slot, donc une certaine place sur les étagères. Ces frais de positionnement, les slotting fees varient également en fonction d'un produit, de la région, des détaillants, du montant d'espace d'étagère requis. En général, ça peut être des paiements qui varient, qui peuvent être considérables. Encore une fois, qu'il faut prendre en compte. Chaque détaillant a un petit peu sa politique par rapport à ça, mais c'est quelque chose de très populaire ici aux États-Unis. La traçabilité est également importante ici. On voit que l'avenir de l'alimentation sera plus durable sur le plan environnemental et plus riche en biodiversité. La durabilité, c'est un sujet qui est discuté non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de l'industrie alimentaire. Ça fait des années, mais ça fait qu'augmenter sous Covid également. Donc, important de bien la maîtriser. Les marques, ici, on voit, se doivent d'améliorer leurs réformes. Elles font de plus en plus aussi aux États-Unis pour créer cette économie circulaire en lançant des produits qui utilisent des ingrédients recyclés, d'origine locale, des emballages compostables, moins de matériaux d'emballage dans l'ensemble et des couvercles sans paille qu'on voit apparaître de plus en plus. Un point également sur l'emballage, donc le packaging ici, qui est vraiment un point de considération majeur, encore une fois. Vous avez de nombreux détaillants qui utilisent des étagères, des agencements uniformes dans tout le magasin. Ils peuvent accepter que des produits, entre guillemets, avec des formes d'emballage assez conformes. C'est important vraiment, encore une fois, de visiter les magasins qui vous intéressent, de bien choisir vos comptes, de faire votre store checking pour comprendre un petit peu les emballages de la concurrence, mais aussi ce qu'ils recherchent, ces acheteurs sur les étagères, qu'il s'agisse d'une boîte, d'une bouteille ou d'un pot, la taille et la forme doivent vraiment correspondre à l'étagère du détaillant. Donc ça, c'est important parce qu'on voit souvent des exportateurs qui viennent nous voir et qui ont des produits vraiment top, qui marchent très bien en Europe, mais parfois leur bouteille en verre typiquement peut être trop haute ou trop large et ne rentrerait pas dans les espaces des détaillants, en tout cas ne fit pas ce qui est déjà bien vendu ici. Donc important de bien faire cette recherche au préalable pour comprendre s'il y a des adaptations déjà à faire au niveau du packaging. Typiquement, une bouteille trop haute ne pourrait pas tenir sur l'étagère, tandis qu'une bouteille trop courte ou trop étroite pourrait créer un espace vide pour certains qui n'est pas forcément désirable.
Donc voilà, important de faire cette recherche et puis de bien comprendre qu'évidemment l'emballage au niveau esthétique, marketing est important, mais que vous devez aussi également le mettre en conformité par rapport à la FDA, la Food and Drug Administration. On aura quelqu'un qui va en parler plus tard, mais c'est vraiment être important d'être conforme avant de vendre le produit ici. Vous avez des autorités compétentes qui peuvent vous aider à ce niveau-là. Encore une fois, l'emballage, c'est la première impression de votre marque, donc c'est important de la travailler. Souvent, des marques ici, j'en parlerai dans le détail plus tard, font un gros travail, une grosse étude de marché pour tester un petit peu cet emballage auprès des consommateurs, pour savoir ce qui marche mieux, mais au niveau taille, au niveau couleur. C'est vraiment important de communiquer le message que vous essayez de transmettre, d'attirer l'attention des clients et rapidement. Pour résumer un petit peu ce que je vous disais en termes de pénétration du marché ici, plusieurs étapes évidemment à respecter. J'aime avoir cette slide un petit peu que j'envoie à certains exportateurs pour un pense-bête, entre guillemets, une checklist. Quelles sont les bonnes questions qu'il faut se poser avant de commencer? Les États-Unis, encore une fois, c'est un marché qui est énorme, qui est très fragmenté en termes de régions, en termes de tendances, en termes de régulation, qui peut être très rentable et une chance énorme pour votre entreprise de devenir un acteur important si vous décidez de l'aborder ou si vous êtes déjà présent sur les États-Unis. Mais une expansion ou un développement aux États-Unis comporte pas mal de défis, assez uniques en tout cas. Voilà. Donc, la première étape, c'est vraiment de faire ce travail de recherche, encore une fois, et de vous faire accompagner par des organismes comme Sud de France, par des agences gouvernementales, par des organismes privés également. Plus vous faites accompagner, mieux c'est pour vraiment comprendre les clés de la réussite. Donc, avoir un partenaire de confiance, encore une fois, sur le grand export, surtout aux États-Unis, c'est important pour minimiser les coûts et risques de développement. Donc, entourez-vous de spécialistes. C'est des gens qui vont vous aider non seulement sur la partie commerciale, logistique, marketing, mais qui vous aideront aussi à rentrer en contact avec d'autres personnes essentielles pour vous. Et puis, analyser le marché local dans ses spécificités. Comprenez vraiment les environnements commerciaux et politiques qui pourraient avoir un impact sur les politiques fiscales et tarifaires qui ont un impact sur l'exportation ici. Encore une fois, ce n'est pas un marché homogène, un marché qui est très complexe à aborder. Donc, vous pouvez rencontrer différentes réglementations dans différents États. C'est d'autant plus évident dans le vin, typiquement, où chaque État a sa réglementation. Donc, encore une fois, un marché qui est fragmenté. Donc, important d'avoir des outils commerciaux et marketing qui sont adaptés en conséquence. Donc, quand on parle d'outils, c'est bien évidemment aussi budgété, tout ça, parce qu'il y a un coût. Il faut bien maîtriser tous les coûts et les budgétés, par exemple les coûts de distribution, les marges, les budgets marketing. Une expansion aux États-Unis peut être plus coûteuse parfois que prévu, même s'il y a des moyens de limiter les coûts. C'est important de bien budgéter dès le départ. Et puis de bien saisir, de bien choisir en tout cas le modèle d'exportation pour votre entreprise. Vous avez plusieurs canaux de distribution ici. Quel est le meilleur en fonction de votre plan d'expansion? Donc, il y a plusieurs questions qu'il faut se poser. Est-ce que c'est préférable de passer par un importateur, un agent, d'engager un commercial local? Est-ce que c'est préférable de créer sa propre filiale? Il y a différentes façons de créer aussi votre entreprise aux États-Unis. Donc, toutes ces questions-là sont importantes et de prendre en considération également l'e-commerce puisque ça représente des opportunités qui sont énormes ici, qui est un marché très mature au niveau de l'innovation tech et au niveau de l'e-commerce. Donc, vraiment beaucoup de marques, et même des marques très jeunes, se développent beaucoup sur l'e-commerce aujourd'hui. Donc, une bonne préparation est la clé. Ici, à droite de cette diapo, j'ai mis un glossaire sur des liens importants. Je sais qu'Agnès, plus tard de l'ambassade, en reparlera plus tard. Mais gardez en tête ces liens qui vous donnent beaucoup d'informations quant à l'importation de produits sur les États-Unis et rentrer en conformité également. Vous avez ces deux organismes qui sont importants, la FDA et puis l'USDA ici, le ministère de l'Agriculture des États-Unis, entre autres. Une petite checklist, voilà, pour faire court, vous aurez également ce PDF si vous voulez reporter à certaines questions. Même si demain, vous travaillez avec un partenaire, disons un agent, un distributeur, et que c'est sécurisé, votre rôle de vendeur, il ne s'arrête jamais. Vous devez aussi les aider, les accompagner, travailler à leur côté pour sécuriser les ventes qui sont cruciales, des grands comptes. Un détaillant ici a besoin d'être rassuré, de voir que vous êtes aussi présent localement. Cette présence aux États-Unis est importante.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça qui ne serait pas sur cette diapo? Il faut évidemment que les Américains, il faut le savoir, les Américains accordent généralement peu d'importance à une société. Encore une fois, c'est n'est pas physiquement présente. Donc, faire des salons, c'est une chose. Se montrer patte blanche, avoir peut-être un partenaire en local, avoir quelqu'un qui vous représente, ça rassure encore une fois ces acheteurs et ces grands comptes que vous essayez de cibler ici. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, une situation qui est difficile avec Covid, mais il y a une distribution en place, une appétence pour des produits gourmets, des opportunités pour les produits français, ça c'est sûr. Donc, entre guillemets, c'est vraiment une bonne période, un bon moment pour mettre en place ou affiner sa stratégie de développement, revoir ses outils commerciaux, les mettre en phase par rapport aux attentes du marché. Donc, comment s'y prendre? Garder en tête aussi une chose, avant de se lancer, qu'on est ici dans une stratégie de Think Global, Act Local. Ce n'est pas forcément qu'une stratégie marketing, c'est pas qu'une stratégie de commercialisation à l'export, agir localement et penser globalement. C'est vraiment le maître mot pour, j'ai envie de dire, réussir son développement commercial ici. Donc, l'importance, avant de commencer, c'est de bien maîtriser les us et coutumes, les différences culturelles et de vraiment passer peut-être par cette analyse de marché et de bonne préparation en étapes pour éviter également les erreurs les plus coûteuses. Un point important également, je l'ai mentionné à la fin, le réseau ici qui est important, que vous allez sur des salons, que vous alliez vous participer à des rendez-vous virtuels, B2B, où vous puissiez faire des rencontres, des visites sur ce salon américain quand les frontières réouvrent aussi. Le network ici, c'est primordial. Aux États-Unis, encore plus qu'ailleurs, j'ai envie de dire, le réseautage est très apprécié et très recherché. Ça vous permet d'améliorer la visibilité de votre compagnie également, de montrer patte blanche, de vous rendre visite, de vous rendre visible, pardon. Donc, c'est important de bien réseauter ici. Je passe rapidement sur cette diapo, puisque ça, c'est vraiment, encore une fois, une méthodologie pour répondre à certaines questions que vous avez avant de vous développer, ou que vous pouvez avoir si vous êtes déjà présent sur les États-Unis, mais que vous cherchez à remettre à plat la distribution, votre stratégie de développement. Donc, réaliser souvent des études de marché, des diagnostics, des tests commerciaux sont importants pour bien jauger la taille de marché de votre niche, de mieux comprendre les évolutions de consommation des territoires sur lesquels vous devez concentrer également. C'est important de bien comprendre comment introduire vos produits. C'est très courant de travailler avec des commerciaux sur un nouveau marché. Ces professionnels-là vous donneront une connaissance du marché. Ils auront aussi les réseaux appropriés pour développer les ventes. Donc, important de bien choisir son partenaire. Et puis, les méthodes de promotion de produits. Donc, vous avez évidemment votre site Internet numéro 1 qui doit être localisé, adapté au marché américain, traduit. Vos réseaux sociaux, j'en parlerai plus en détail. Important de bien tenir à jour tous ces éléments de promotion de votre compagnie sur les États-Unis. Ça vous aidera à attirer vraiment de nouveaux clients ici. Faites savoir de façon constante et continue à vos clients actuels et futurs que vous développez aussi à l'international. Donc, c'est une bonne idée de le mettre sur les réseaux sociaux, de l'inscrire sur vos sites également. Et puis, les salons internationaux, les premières visites, comme je disais, sont importants pour la promotion également de votre marque ici. Continuer toujours la prospection. Une fois qu'on a un premier compte aux États-Unis, c'est important de continuer, comme on dit, l'outreach, la prospection pour développer non seulement ces grands comptes, mais aussi, également d'autres clients et de tendre la main de nouveaux partenaires pour développer votre offre sur d'autres zones également. Une checklist ici que vous pouvez également reparcourir, qui nous semble important de remettre à plat pour tout ce qui est vraiment les points positifs et négatifs dans un développement. Évidemment, travailler avec un partenaire, bien se renseigner, adaptation des produits. Donc, un point par rapport à ça, un produit doit être adapté. Pas forcément que l'emballage, mais les produits l'adaptation des produits est vraiment une stratégie importante pour vous. Plusieurs marques sont obligés de le faire. La plupart des marques, d'ailleurs, le font. Vous devez effectuer vraiment cette recherche approfondie sur le marché que vous envisagez attaquer sur les États-Unis et l'impact potentiel sur vos entreprises en termes de temps et de coût pour adapter le produit. Typiquement, un exemple comme C'est Moi a dû s'adapter quand ils sont arrivés sur les États-Unis également. Donc, C'est Moi qui fabrique les petits oursons guimauves. Quand ils ont décidé de se lancer sur le marché américain, leur petit ourson a dû grandir en taille.
plus grand, passé, je crois, à 12 cm au lieu de 6. Il a vu ce guimauve prendre un goût de beurre cacahuète, qui est très, très répandu aux États-Unis. Donc, encore une fois, pour s'adapter aux mœurs, aux cultures locales. Un autre exemple, Go Go Squeeze, de la compagnie Materne, donc l'équivalent de Pom-Pot aux États-Unis. Ils ont dû adapter leurs recettes. Ils l'ont testé à plusieurs reprises sur des différents salons et événements. Ils ont revu en particulier les recettes, surtout aux légumes qu'ils ont baptisés les fruit and veggies. Donc encore, c'est lié à pas mal d'études qu'ils ont mis au départ en place pour adapter leurs produits. Donc tout ça pour dire qu'une stratégie qui peut fonctionner à la maison en France n'est pas forcément adaptée aux États-Unis, dans la plupart des cas, elle n'est pas. Donc il faut pouvoir aussi l'adapter, il faut pouvoir prendre son temps pour bien comprendre les adaptations, mettre en place et budgéter tous ces coûts-là, y compris le marketing, les adaptations packaging, de distribution qui sont importantes. Voilà. Et un autre point important en termes de différence culturelle, la hiérarchie est un peu plus visible ici qu'en France. Les Américains sont aussi beaucoup plus directs. Ça vient aussi de leur notion du temps. Les Américains ont une vision du temps de travail qui est bien différente. En France, un retard est généralement mal perçu, c'est sûr, mais aux États-Unis, arriver à l'heure, c'est une obligation presque morale, surtout dans les villes comme New York. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut être capable de bien gérer son temps, de bien gérer les rendez-vous ici, que ce soit sur des salons d'ailleurs, où on a des rendez-vous parfois qui sont bien délimités, ou des rendez-vous B2B. C'est un signe de respect, mais aussi un signe de professionnalisme pour les Américains, puisque pour les Américains, encore une fois, le temps, c'est l'argent, time is money. Donc, c'est des choses à bien prendre en compte. Donc, rapidement, un point sur les outils de prospection. Évidemment, bien traduire vos notices techniques, votre site Internet. Il faut commencer par là, votre présentation commerciale. La première chose qu'un acheteur va faire aux États-Unis, c'est de revoir votre documentation, c'est de se rendre sur le site Internet, les réseaux sociaux pour en savoir plus, que ce soit un acheteur ou un importateur d'ailleurs, c'est ce qu'ils font tous. L'essentiel pour votre prescripteur ou l'interlocuteur américain, quel que soit le canal choisi, c'est que c'est vous, c'est votre produit, c'est votre service, donc il faut impérativement retenir vraiment son intention. Et il faut rentrer vraiment dans le vif du sujet, ça c'est important, en montrant, en prouvant votre valeur ajoutée, votre différenciateur, votre expertise, vos aspects uniques. Ça c'est très important ici. L'emballage, c'est vraiment également un point important. Le marketing a un impact significatif dans la façon dont vous allez pouvoir vendre votre produit ici. Un point sur des salons, on mentionnait le Fancy, évidemment, le Fancy Food Show est un des salons importants pour les exportateurs, comme peut l'être Expo West, Expo East pour les produits naturels ou bio. Le Fancy Food Show, pour ceux qui ne connaissent pas, à deux salons, sur la côte ouest, San Francisco, en hiver, et puis un typiquement en été, et là en septembre, sur New York. C'est le plus grand événement de l'industrie des aliments de spécialité en Amérique du Nord, donc une vitrine qui est importante pour l'innovation de l'industrie également. Vous avez à peu près 7000 visiteurs, je crois, 250, 300 exposants, donc un salon important. Encore une fois, la présentation, c'est important aux États-Unis et surtout sur les salons. Tout le monde veut se démarquer aujourd'hui. Donc demain, si vous allez sur un salon, que ce soit en 2021 ou 2022 aux États-Unis, important d'avoir le bon immobilier, entre guillemets, un immobilier plus vertical pour vous démarquer, des bons graphismes également sur votre stand qui vous permettent de vous retrouver également facilement. Et puis, des échantillons, évidemment, mais plus petits en format ici qui marchent mieux. Faites attention au placement également, l'affichage du produit. L'enjeu d'un salon comme le Fancy également, c'est de proposer une expérience plus immersive sur votre stand. Il faut inciter les gens, les passants à essayer votre nourriture en créant des présentoirs également qui jouent avec le sens des gens. Donc, une démonstration qui peut améliorer l'attrait visuel auditif, ça c'est intéressant. Important également de mettre en valeur votre marque. Les salons, c'est vraiment l'occasion de renforcer la notoriété de votre marque. Donc, personnaliser ce qui se fait beaucoup ici, mais tous les emballages jetables, les serviettes par exemple, les gobelets, si le budget le permet. Ça, c'est des choses qui marquent aussi les esprits ici pour tout ce qui est objet promotionnel.
Et puis, avoir une équipe vraiment professionnelle, équipe d'experts avec vous, un personnel qui est bien formé, compétent, capable de délivrer un pitch en anglais, évidemment, et qui puisse inviter et garder les participants à l'intérieur de votre stand, et ça, c'est important pour créer ce dynamisme. Donc, une équipe importante, qualifiée, elle sera également personne que vous mettrez en réseau, c'est important, sur le salon. Le réseau, c'est vraiment la clé. Encore une fois, un salon, ça se prépare aussi à l'avance, mais toutes les opportunités de réseautage n'arriveront pas forcément au stand. En fait, il y a beaucoup de monde également, donc il ne faut pas vous limiter en attendant que les gens ou les acheteurs, les prescripteurs qui vous intéressent viennent à vous. N'ayez pas peur de quitter votre espace. C'est pour ça qu'il faut aussi bien vous entourer ou d'avoir des représentants locaux qui vous aident. Profitez de toutes les opportunités de réseautage, encore une fois, que ça peut présenter, et optimisez vos rendez-vous. Pour les optimiser, c'est vraiment avoir les bons outils, les plaquettes, les catalogues plus épurés en général qu'en France. Et évidemment, les avoir en anglais. Ici, ce qui marche bien, plus que des catalogues, même, c'est des flyers, des brochures assez simples et concises. Évidemment, des cartes de visite en anglais, on ne voit pas toujours. La première chose, encore une fois, que des partenaires potentiels ici, ou même des clients vont faire, c'est d'aller voir votre site et les réseaux sociaux. Vous préparez tous ces éléments. Et bien planifier en avance. Déterminez vraiment vos objectifs spécifiques, déterminez vraiment qui vous voulez voir et ce que vous voulez avoir comme rendu de ce salon. Est-ce que vous cherchez à augmenter votre liste de contacts? Est-ce que vous préférez établir une connexion qui est suffisante pour définir des rendez-vous avec des fournisseurs? Est-ce que vous voulez introduire de nouveaux produits, avoir des retours, vendre un produit spécifique, trouver des partenaires? Donc, toutes ces questions, toutes ces réponses que vous aurez à ces questions vous aideront à bien préparer votre liste de prescripteurs, que ce soit des distributeurs, des clients, des acheteurs, etc. Et de préparer vos rendez-vous. C'est important de bien le préparer en avance et de faire le bon suivi derrière. Voilà, donc je vais passer sur ces éléments ici. Je vous donnerai aussi en PDF les marques qui viennent aux États-Unis, évidemment, adaptent leur site. Donc ça, c'est important de bien le garder en tête. Les réseaux sociaux, je voulais insister sur ce point-là. Des marques comme Go Go Squeeze, évidemment ici, qui sont lancées en avril 2008 pour offrir aux familles américaines la possibilité de savourer les compotes de pommes. C'est la première marque, d'ailleurs, de compotes de pommes maintenant. On fait des études aussi pour adapter leur packaging. On voit notamment ces produits avec Hélice qui ont été réapportés pour expatriés plutôt en France, mais beaucoup de tests ici pour adapter leurs produits. Au niveau visuel également, ils ont adopté leur site, refait un site entier ici pour atteindre leur cible, qui sont les restaurants, les parcs d'attraction, les compagnies, les familles. Donc, tout ça a été remis en place pour vraiment adapter leur marketing aux cibles ciblés ici. Donc voilà, juste un point aussi particulier par rapport aux réseaux sociaux. Ils sont très actifs, pour reprendre le cas Materne sur les réseaux sociaux. Ils comptent beaucoup aussi sur le rôle des blogueurs, des influenceurs. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les mommy bloggers, donc les blogueuses mamans ou les parents, sont devenus une tactique qui est vraiment importante pour tout lancement de produits dans le secteur alimentaire. Des gens comme Materne et leur marque Go Go Squeeze commencent à travailler avec des parents blogueurs depuis 2011, typiquement. Et ça les a aidés à grossir la marque de façon assez considérable. Voilà, donc d'autres exemples que vous pourrez parcourir ici qui est important. Encore une fois, les réseaux sociaux sont importants. N'oubliez pas que les réseaux sociaux sont vraiment un autre canal pour la publicité et les promotions, mais utilisez aussi ces réseaux sociaux pour interagir, pour apprendre de vos consommateurs. Et comme le disait Michel Augustin, pour reprendre cet exemple, ici aux États-Unis, il ne suffit pas de dupliquer. C'est très important de s'entourer de locaux, de recruter des Américains qui comprennent vraiment les attentes, des Américains ou des expatriés d'ailleurs, qui ont vraiment cette connaissance du marché local, de la culture locale, pour faire passer votre ADN. On le voit typiquement, Michel Augustin, quand ils ont démarré ici, ils avaient du mal à transmettre leur grain de folie, leur jargon qui est un peu plus spécifique. Donc, ils ont dû tout adapter. La stratégie, la communication, l'emballage des produits, en passant par les recettes, il a fallu tout revoir. Ça a porté ses fruits, puisqu'ils ont réussi au début à rentrer, à faire distribuer la marque pendant à peu près d'un an dans tous les cafés Starbucks et à commencer comme ça. Un point maintenant pour les tendances, et on finira la présentation sur les tendances de l'emballage. Quelques points par rapport à ça. C'est clair que a provoqué des changements assez importants dans la
façon dont les consommateurs achètent des produits d'épicerie, des produits alimentaires. Vous avez énormément de participants aujourd'hui qui répondent à des sondages récents de début 2021 qui déclarent qu'aujourd'hui, leurs habitudes d'achat ont vraiment évolué, ont considérablement changé et qu'ils attachent un rôle encore plus important à l'emballage. Donc, on voit, on a des facteurs qui sont importants, la conception unique qui doit attirer le regard rapidement, la langue évidemment sur l'étiquetage, donc en anglais, vous pouvez avoir d'autres langues. Sur l'emballage, mais c'est important d'avoir l'anglais de toute façon. L'anglais et l'espagnol sont les langues les plus courantes aux États-Unis. La couleur de l'emballage est importante également. On verra avec des exemples comme petit pot. Ici, sur la droite, vous avez un exemple de tout ce qui est libellé ou des phrasés qui sont recherchés par les consommateurs. Par exemple, le sans OGM, l'organique, donc le bio, le naturel. C'est vraiment important. Les consommateurs font de plus en plus attention à l'emballage et à la liste des ingrédients. Pour reprendre un peu plus en détail ce que j'ai expliqué au préalable, encore une fois, en numéro 1, la liste d'ingrédients, c'est ce qui est le plus valorisé. Ce sont des éléments d'emballage alimentaire, des étiquettes et des tickets alimentaires qui renforcent vraiment la confiance ici avec le consommateur. La marque, est-ce qu'elle est connue ou est-ce que le logo vous parle? Est-ce que vous avez le sceau USDA organique qui peut aussi parler, qui est un gage de confiance et de marketing? Est-ce que le prix est plus cher ou aligné par rapport à d'autres produits qu'ils connaîtront? L'importance pour les produits durables, on en parlait, on le voit dans la restauration, typiquement les consommateurs voient de grandes quantités de contenants à base de papier, des papiers flexibles. À l'avenir, ils veulent vraiment des films ou des contenants en plastique entièrement recyclables. On voit que pour tout ce qui est produits frais, typiquement les légumes ou même les viandes fraîches, on a plus de produits recyclables aujourd'hui, compostables. Pour tout ce qui est boissons, on a une demande de plus en plus importante ici pour les bouteilles en plastique, plus recyclables ou entièrement fabriquées à partir de contenus recyclés. Et pour tout ce qui est produits laitiers également, on voit une demande pour des emballages en plastique qui sont entièrement recyclables ou soit compostables, soit qui contiennent du contenu recyclé. Une slide capitulative ici. Donc, sur cette diapo, on voit les facteurs qui jouent un rôle important dans la décision d'achat par catégorie et vraiment là en pourcentage. Encore une fois, sur les sondages qui ont été réalisés en début d'année, quand on les examine de plus près, on voit que les consommateurs attendent de l'emballage des produits. Vraiment, des facteurs importants, c'est l'hygiène ici, la sécurité alimentaire de plus en plus, c'est lié au Covid également. Mais la durée de consommation, la facilité d'utilisation, ça c'est très lié au mode aussi des consommateurs américains, qui sont vraiment ces principaux facteurs qui jouent un rôle important dans la décision d'achat ici. Et pour toute catégorie. Donc une diapo ici récapitulative pour finir. Évidemment, l'importance de développer des emballages qui sont attrayants, qui sont fonctionnels pour vos produits, qui respectent toutes les directives d'étiquetage, encore une fois, de la FDA, de la Food and Drug Administration aux États-Unis, pour le type de produits alimentaires que vous fabriquez, que vous souhaitez exporter. Une conception, un design qui soit attrayant, qui attire l'attention des clients potentiels on a un coup d'œil, entre guillemets, c'est important. Il faut aller vite, encore une fois, aux États-Unis. Il faut adapter son produit aux besoins du marché local, traduiser tout le texte sur le produit, l'emballage ou les instructions d'utilisation dans la langue locale, en anglais, et utiliser les devises, encore une fois, et les mesures locales sur votre emballage et votre matériel de vente. Donc, tout ce qui est conformité de vos produits ici, vous avez des organismes qui peuvent vous aider évidemment à mettre en conformité vos produits, votre emballage, les étiquettes, mais sachez-le, vous avez certaines réglementations à prendre en compte. Et encore une fois, l'intervenant qui me suivra, on en parlera plus en détail. De façon impérative, vraiment être clair sur les produits. Les meilleurs emballages ici de produits sont ceux qui ne jouent pas au jeu du dis-moi qui avec les clients, de donner des informations précises, requises pour le client dès le premier coup d'œil. Et il faut une conception pratique pour la sécurité, la convivialité du produit. La sécurité du produit, c'est le premier but de tout emballage. Il faut une simplicité du produit, le keep it clean and simple, c'est plus qu'un slogan, c'est important. Ici, on est dans le moindre que le plus, dans la simplification, less is more, pour reprendre un petit peu ce que disait Michel Augustin. C'est un slogan qui est idéal pour la conception d'emballage, donc des conceptions graphiques simples avec une typographie sobre. C'est ce qui est le plus adapté. Et puis, n'oubliez pas l'étiquette informative, l'étiquette qui donne une description correcte du produit, qui fait partie vraiment intégrante de la conception de l'emballage. Ça ne peut pas être ignoré.
Et puis, encore une fois, soyez respectueux de l'environnement par rapport à ce qu'on disait avant et continuer à concevoir, repenser, à faire cette refonte constante de l'emballage de produits, puisque les choses, les tendances évoluent assez rapidement aujourd'hui. Un cas pour illustrer peut-être ce que je disais, le cas Petit Pot, compagnie américaine, mais avec évidemment un management des fondateurs français, avec un savoir-faire français. Ils sont installés donc sur la baie de Californie. La marque a fait toute une étude de départ pour adapter, en tout cas mettre en place un emballage qui serait le mieux perçu possible par son audience niche. Donc, ils en sont convenus à avoir cette touche plus moderne sur ce bocal en verre, à mettre en avant ce savoir-faire français avec leur logo, leur typographie, mettre en avant aussi le sceau biologique, USDA organique, et puis avoir cette transparence au niveau produit, puisque beaucoup des consommateurs américains sont intéressés à voir le produit à l'intérieur. Donc, un bocal transparent qui joue en allemand, et puis des couleurs assez amusantes et ludiques qui marchent. Voilà pour ces tendances de l'emballage. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je vais conclure là, on a déjà fait assez long. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, nous sommes partenaires Sud de France sur les États-Unis au niveau agroalimentaire. Nous sommes des consultants basés à New York avec une couverture nationale. Et on peut vous aider non seulement sur la planification stratégique, mais sur les aspects commerciaux et marketing. Voilà. Merci beaucoup, Mike, du coup, pour cette présentation qui était très complète. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer maintenant sur le chat afin de conclure cette première partie. Pour le moment, donc, nous en avons eu une de la part de Patricia qui demandait, donc, du coup, par rapport à la suspension des tarifs, elle voulait savoir si cela veut dire que durant 4 mois, il n'y aurait plus de droits de douane ou non. C'est typiquement ce que ça veut dire. Après, dans la durée, est-ce que les choses vont revenir à la normale? On n'a pas encore de retour par rapport à ça. Mais typiquement, les droits de douane sont suspendus. Donc, sur les 7,5 milliards d'exportations de l'Europe, donc typiquement sur les produits comme le fromage ou le vin, on n'a plus ces droits de douane-là. Donc, on voit d'ailleurs, on l'a vu depuis quelques jours d'ailleurs, des exportateurs qui retapent à la porte pour reshipper tous leurs produits ici. Donc voilà, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, à l'issue de ces 4 mois, qu'est-ce qui va se passer exactement? J'ai pas encore assez on a personne a assez de retour pour savoir exactement sur quel pied lancer, mais au jour d'aujourd'hui, c'est ce que ça veut dire. Oui. Super. Je voudrais, si c'est possible, je voudrais quand même clarifier. Au vu de la question, on parle des droits de douane additionnels qui ont été imposés dans l'affaire Airbus. Les 25%, oui. Voilà. Les droits de douane habituels restent les mêmes. Hein. Et ce matin, la notice de USTR a été publiée. Donc, ça se met en place et c'est rétroactif au 11 mars. Donc, les gens qui auront déjà exporté ou dédouané dans l'intervalle pour demander à être remboursés, et à partir de demain, ça ne s'applique plus. Le gros impact, c'était quand même les vins et plus récemment les spiritueux. Et au mois d'août l'année dernière, ils ont taxé aussi les confitures. Donc parmi, si je regarde la liste des participants aujourd'hui, attention, les droits de douane habituels pour un certain nombre de produits sont toujours les mêmes. Hein. C'est vraiment les droits de douane additionnels. Voilà, on parle bien des tarifs de Trump, hein, de rétaliation pour tout ce qui est Boeing, Airbus. Donc, vous avez toujours une taxe d'entrée, mais on parle des 25% hein, sur les tarifs additionnels. Donc voilà, c'est un bon signe positif pour les relations économiques. Donc, on espère que ça va débloquer certaines choses en tout cas. Très bien. Alors, on n'a pas d'autres questions. Donc, je pense qu'on peut tout de suite enchaîner avec la partie de Agnès, donc conseillère agricole à l'ambassade des États-Unis, qui va nous parler donc, des réglementations à l'export. Ah, voilà, tout à fait. Donc, ça va être quelque chose de très précis et très réglementaire. Hop, ça commence mal. Voilà. Je voulais commencer par vous rappeler quand même les 3 agences principales qui sont concernées par les produits alimentaires aux États-Unis. Mike en a touché quelques mots.
D'abord, le département de l'agriculture, donc le ministère de l'Agriculture, avec 2 services principaux. APHIS, qui s'occupe de tout ce qui est santé animale et végétale, et le FSIS, qui s'occupe de la sécurité sanitaire des produits carnés d'une manière générale et des ovoproduits. Donc, les viandes, sauf le gibier, sont couvertes par USDA. Et pour ces produits-là, généralement, l'exportation demande au moins un certificat sanitaire et parfois des permis d'importation. La seconde grande agence, c'est donc la FDA, la Food and Drug Administration, qui, elle, relève du ministère de la Santé, qui va couvrir toutes les autres denrées alimentaires, y compris les boissons, les produits de la pêche, alors sauf le poisson-chat qui a été confié au FSIS il y a quelques années, les produits laitiers, les œufs en coquille et les viandes de gibier. Et pour la FDA, en général, il n'y a pas de certificat sanitaire à faire signer avant d'exporter, sauf quelques exceptions. La troisième agence sur laquelle on ne va pas revenir du tout, c'est le TTB, qui est en charge de toutes les boissons alcoolisées au-dessus de 7%, donc bière au-dessus de 7%, vin et spiritueux, pour lesquels il faut en général un permis d'importation. Et ces 3 agences ont donc des exigences différentes et une réglementation différente pour ce qui est de l'étiquetage. Donc, je vais essentiellement parler de la FDA compte tenu des participants à ce webinaire aujourd'hui. Et donc, pour ce qui est de l'étiquetage des aliments qui relèvent de la FDA, il faut qu'il soit absolument conforme à la réglementation américaine, qui est très précise et très détaillée sur l'emplacement de l'étiquette, les mentions obligatoires qui doivent être en anglais, la taille des caractères aussi. Donc ici, je vous ai mis le titre qui précise tous ces détails dans la réglementation. Il faut savoir qu'un étiquetage non conforme, c'est donc un mislabeling, est considéré comme une infraction grave. Donc, le produit sera refoulé s'il est contrôlé à l'importation, et sinon, s'il est déjà sur le marché, il va y avoir une procédure de rappel. Et ça concerne beaucoup les allergènes. Il y a énormément de procédures de rappel parce qu'un allergène n'est pas indiqué sur l'étiquette, et ça concerne également les allégations qui ne sont pas autorisées. Pour la FDA, il n'y a pas d'approbation préalable des étiquettes. À la différence des produits carnés, le USDA doit autoriser les étiquettes, donc le fabricant doit soumettre des projets d'étiquettes à USDA. Ce n'est pas le cas pour la FDA, ce qui complique encore parce que on peut faire des erreurs et s'en apercevoir une fois que c'est sur le marché américain. Alors, la FDA et d'une manière générale, toutes les agences américaines font toujours énormément de guides explicatifs à l'intention de l'industrie. Donc, parfois, la réglementation n'est pas très lisible et facile à comprendre, mais ils produisent un certain nombre de guidelines qui permettent de vraiment voir exactement ce qu'il faut respecter. Donc, ici, je vous ai mis le guide d'étiquetage des aliments. Il fait 130 pages, qui correspond à la précision de la réglementation. Il est en cours de révision à l'heure actuelle pour toute la partie information nutritionnelle, je reviendrai dessus, mais pour tout le reste, il est toujours en vigueur. Alors, pour ce qui est des mentions obligatoires, elles doivent être impérativement en anglais. Il y a une possibilité de mettre une étiquette bilingue, si vous voulez mettre anglais-français ou comme Mike l'a proposé, anglais-espagnol, mais à ce moment-là, toutes les informations obligatoires doivent être traduites dans les 2 langues. On ne peut pas mettre le nom du produit dans une autre langue et pas respecter ça pour toutes les informations obligatoires. Donc, il y a des mentions obligatoires à faire figurer sur le panneau principal. Je vous ai repris quelques dessins qui sont issus du guide dont je vous ai parlé juste avant. Le nom du produit et la quantité nette doivent être mises sur le panneau principal. Donc, en général, c'est le grand panneau sur un emballage rectangulaire. En tout cas, c'est le panneau qui va être susceptible d'être vu le plus facilement par le consommateur quand il fait ses courses. Et il y a donc le nom du produit, c'est soit le nom commun, soit s'il y a une norme de commercialisation, ce qui s'appelle ici un Standard of Identity.
il faut respecter la dénomination qui est fixée quand il y a une norme de commercialisation. Sinon, c'est le nom commun, vous voyez là, le riz, de sweet peas. Et il faut indiquer la quantité nette, et la quantité nette, elle se met dans les deux unités, métriques et américaines. On voit par exemple qu'il y a pour les sweet peas 15 oz et entre parenthèses 425 grammes. Donc ça, ce sont les mentions obligatoires à mettre sur le panneau principal. Pour les autres mentions obligatoires, elles peuvent être indifféremment mises sur le panneau principal ou sur le panneau d'information, qui est directement à droite du panneau principal. Et là, on va retrouver le nom et l'adresse du fabricant, ou bien de l'emballeur, ou bien du distributeur, donc c'est au choix. Le pays d'origine, c'est impératif, donc il doit bien falloir indiquer que votre produit vient de France. Ensuite, il y a la liste des ingrédients qui doit se faire par ordre décroissant et qui comprend aussi notamment les additifs et les colorants. Alors attention ici, il faut bien respecter le nom américain. On n'utilise pas les E333 ou des choses comme ça. Donc il faut bien prendre les dénominations telles qu'elles sont fixées. Pour les allergènes, à l'heure actuelle, il y a 8 grands allergènes, les Big 8. Donc, c'est le lait, les œufs, le poisson. Pour le poisson, il faut préciser l'espèce. J'ai eu un cas une fois où la soupe de poisson a été bloquée par la FDA à l'importation parce que c'était mis soupe de poisson et il n'y avait pas toutes les espèces. Et comme il y avait plus que 5 espèces différentes, c'était très compliqué. Mais le fabricant a été obligé de refaire une étiquette qui a été recollée. L'étiquetage, on peut régulariser en frontière avec toutes les espèces de poissons. De même, pour les crustacés, il faut mettre si c'est crabe, crevette, etc. Les fruits à coque, il faut mettre le type, l'amande, etc. Donc, les noms sont à préciser. Et après, il y a arachide, blé et soja. Il faut savoir que je pense que très rapidement, le sésame va être obligatoire. Pour l'instant, c'est sous base volontaire, mais il y a beaucoup d'organismes de protection du consommateur qui demandent à ce que le sésame soit rajouté à la liste des allergènes qui doivent être indiqués sur les étiquettes. Et le 3 mars, donc tout à fait récemment, le Sénat a fait passer une loi demandant ceci. Donc, à mon avis, ça va être assez rapidement. La loi prévoit que en janvier 2023, ça serait obligatoire. Donc, si tout est confirmé, il faudra prévoir de rajouter le sésame parmi les allergènes. Dans les autres mentions obligatoires, il y a les avertissements et les précautions d'utilisation, s'il y a des températures de cuisson à respecter, etc. Et il y a les informations nutritionnelles sur lesquelles je vais revenir dans 2 diapositives et qui sont aussi quelque chose d'obligatoire. Après, il y a les mentions facultatives. Donc, ce sont en général les allégations. Donc, Mike en a touché quelques mots parce que c'est très important pour le consommateur américain. Tout ce qui est free of, ou height in, ou low fat, etc., doivent respecter des exigences spécifiques qui sont listées dans la réglementation de la FDA. Et pour ce qui est des allégations de santé, s'il y a une mention qui dit que ça améliore une maladie, là, elle doit être approuvée par la FDA. Ce qui veut dire que vous devez déposer une demande, donc ce qu'on appelle une pétition, auprès de la FDA, qui va instruire et qui va autoriser éventuellement. Un des exemples classiques, c'est que vous pouvez mettre que le calcium renforce les os, mais vous ne pouvez pas mettre que le calcium lutte contre l'ostéoporose. Là, il faut que ce soit approuvé par la FDA parce qu'il y a la mention de la maladie. Sur le site de la FDA, vous pouvez trouver la liste des allégations qui sont déjà autorisées et que donc vous pouvez utiliser. 2 points aussi que j'ai rajoutés, c'est l'étiquetage sans OGM. Mike en a fait une allusion aussi. C'est volontaire, donc vous n'avez pas besoin de le faire approuver si votre produit relève de la FDA. La FDA a établi un guide de recommandation. La FDA n'utilise pas le terme GMO, elle préfère Genetic Engineering, don't modified, mais en pratique, on trouve GMO-free dans le commerce. Donc c'est volontaire, vous pouvez l'utiliser si c'est la réalité, bien évidemment.
Et pour l'étiquetage bio, il y a un accord d'équivalence entre l'Union européenne et les États-Unis qui date de 2012. Alors, tous les produits ne sont pas concernés, notamment les produits d'aquaculture ou la viande. Mais dans la mesure où vous avez une certification organique par un organisme certificateur qui est sur la liste de l'Union européenne, vous pouvez utiliser sur vos étiquettes soit le logo européen, soit le logo de l'USDA. Les deux sont possibles. Et je voulais attirer l'attention pour les produits carnés, si tant est qu'il y en ait qui soient concernés aujourd'hui. Toutes les étiquettes avec allégation doivent être soumises au FSIS, donc USDA, pour approbation préalable. C'est une des différences entre les réglementations de la FDA et de l'USDA. Vous ne pouvez pas mettre que c'est sugar-free ou gluten-free, si tant est que ça s'applique aux produits carnés, sans le faire approuvé au préalable par USDA. Alors maintenant, pour ce qui est de l'étiquetage nutritionnel, donc les Nutrition Facts, il y a eu une révision récente avec un règlement final qui a été publié en 2016, qui est entré en vigueur quelques mois après, et il y a eu un étalement dans les dates de mise en conformité pour les entreprises. Donc pour les entreprises dont les ventes annuelles dépassaient 10 millions de dollars, donc vente annuelle totale, y compris, par exemple, si on parle d'une entreprise française, y compris les ventes en France, c'est vraiment les ventes annuelles totales de l'entreprise. Si elle dépasse 10 millions de dollars, la mise en conformité était au 1er janvier 2020, donc l'année dernière, avec une tolérance sur l'année. Donc la FDA n'avait pas pris de mesures en 2020. Pour les entreprises dont les ventes annuelles sont en dessous de 10 millions de dollars, c'est au 1er janvier 2021, la FDA a annoncé qu'elle mettra en place une tolérance. C'est beaucoup lié au Covid, ces tolérances. Donc, si les entreprises qui exportaient déjà avec l'ancienne étiquette ne sont pas encore en conformité, elles bénéficient d'un petit sursis. Pour une nouvelle exportation, il faut de toute façon tout de suite se conformer à la nouvelle réglementation. Il y a quand même quelques exemptions. Par exemple, pour les petites entreprises qui ont moins de 100 salariés et qui commercialisent moins de 100 000 unités de produits par an aux US. Donc là, c'est vraiment la quantité exportée sur le marché américain. Si vous êtes une petite entreprise, vous pouvez être exempté de cet étiquetage nutritionnel, mais il faut envoyer un formulaire tous les ans à la FDA. Ça peut se faire en ligne, il faut ouvrir un compte ou vous pouvez le faire sous format papier. Donc ça, je connais des entreprises qui le font, ça peut être utile, surtout en démarrage d'un marché quand vous n'exportez pas encore beaucoup. L'étiquetage nutritionnel ne concerne pas fruits et légumes frais, ni le poisson frais, il peut être fait de façon volontaire. Et les échantillons sont dispensés d'étiquetage nutritionnel. Pour les échantillons, toutes les autres mentions obligatoires doivent absolument être inscrites dessus, y compris s'il n'est pas destiné à la vente, donc y compris s'il est destiné à un marché. Mais vous devez mettre à ce moment-là une étiquette Not for Sale dessus et vous pouvez être dispensé d'étiquetage nutritionnel. Donc voilà à quoi ressemble la nouvelle étiquette. Donc les différences, ça a été notamment, le but c'est d'informer le consommateur, donc en caractère gras, avec une taille de caractère bien supérieure à ce qui était avant, vous avez les calories par taille individuelle. Il y a une notion de serving size, il y a la taille individuelle que le consommateur est censé manger, et donc sur une étiquette, il faut mettre la serving size que le professionnel calcule sur la base d'un certain nombre de recommandations de la FDA et le nombre de portions dans le conteneur complet, dans la boîte complète. Ensuite, il y a, parmi les nouveautés, il y a par exemple les sucres ajoutés. Et donc, il y a la quantité de sucre totale, mais aussi la quantité de sucre ajouté. Toutes les mentions doivent être à la fois en quantité, donc là on est sur le système métrique, et en pourcentage de la valeur journalière. Alors là, de même, il y a des guides qui indiquent les valeurs journalières recommandées.
sur lequel le professionnel doit se baser pour faire les calculs pour son étiquette. Et il y a eu un changement dans les nutriments qui sont maintenant imposés. Par exemple, avant, il y avait vitamine A et C, et on s'est aperçu que ce n'était pas un problème de manque nutritionnel. Par contre, la vitamine D reste un problème parce que souvent le consommateur un peu partout dans le monde n'a pas suffisamment de vitamine D. Donc maintenant, il y a vitamine D. Et potassium, je pense que calcium et fer étaient déjà imposés auparavant. Et il y a la note de bas d'étiquette là, dont le wording a changé. Donc, il faut respecter très exactement ce qui est indiqué en bas de l'étiquette et qui précise que les calculs sont faits pour une ration journalière de 2000 calories. Donc, c'est quelque chose d'un petit peu complexe, mais qui est à respecter absolument pour tous les produits et qui est vraiment regardé de près. Un petit cas particulier pour les paquets qui font entre 2 et 3 fois la quantité journalière. Il vous faut mettre ce qu'on appelle le dual column labeling. Il faut 2 colonnes avec la quantité des calories et des ingrédients et des nutriments par taille individuelle et la quantité par taille de l'ensemble du container. C'est pour éviter que le consommateur, pour quelque chose qui ne fait que 2 fois la taille individuelle, croit que ce soit une taille individuelle et mange tout. Je vous rappelle que nous sommes aux États-Unis et que les tailles individuelles ne seront pas forcément nos standards. Je finis par cette slide qui complète un peu ce que vous a déjà donné Mike. D'abord, le site du Club des exportateurs agroalimentaires, c'est-à-dire notre site hébergé par l'ambassade, où nous avons un certain nombre de fiches explicatives, donc plus détaillées. Et il y a en particulier une fiche sur l'étiquetage que nous avons revu l'été dernier. Il y a une fiche aussi sur les additifs et colorants qui est un peu plus complète que ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Pour le site de la FDA couvre aussi les médicaments. Donc, je vous ai mis le lien pour le site qui va directement sur la portion food. Pour mémoire, la FDA est compétente pour les médicaments humains et vétérinaires et pour les aliments pour les humains et pour les animaux. Il y a une rubrique spécifique pour l'étiquetage des aliments et aussi l'étiquetage nutritionnel sur lequel vous pouvez trouver beaucoup d'explications. Ils ont beaucoup de questions et réponses. Le guide que j'ai déjà mis dans mes diapositives un peu plus tôt et le site du FSIS pour ceux qui ont des produits carnés dans leur perspective d'exportation, où il y a aussi tout un site concernant le labeling. Voilà, c'est tout pour moi et bien évidemment, on est disponible pour vos questions. Merci beaucoup Agnès du coup pour cette présentation qui était aussi très complète. Nous n'avons pas reçu de questions pour le moment, donc petit rappel, n'hésitez pas si vous avez la moindre question sur la présentation d'Agnès, mais aussi celle de Mike en amont, n'hésitez pas à nous les envoyer maintenant sur le chat. En tout cas, merci beaucoup à tous de vous être connectés aujourd'hui. Nous vous enverrons bien sûr, si vous le souhaitez, la totalité du webinaire par email, en version PDF ou en version PowerPoint, comme vous le souhaitez. Si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à contacter directement Julie ou Mathilde ou moi-même. Nous serons ravis d'y répondre. Et nous pourrons vous mettre en contact directement avec Agnès, Mike ou même d'autres experts du marché s'ils sont plus pertinents. Bon, je crois que nous n'avons pas d'autres questions. Merci à tous pour votre participation. Et n'hésitez pas à nous contacter par rapport à toutes les informations que vous avez obtenues aujourd'hui. Merci à vous tous.